PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Bienvenue à cette capsule-ci. On continue à parler de l'expérimentation. Je pense que dans le cadre de la dernière capsule, j'avais parlé d'assignation aléatoire et ainsi de suite. Et dans cette capsule-ci, je veux faire la différence entre deux formes d'expérimentation et c'est très important de comprendre ça. C'est que il y a différentes formes d'expérimentation, d'études expérimentales. Même s'il y a manipulation de la VI et mesure de la VD, dans les deux formes, il reste quand même qu'il y a deux formes possibles. Différentes formes, mais nous, on va parler de deux formes possibles. Et spécifiquement, ce que je veux faire, c'est distinguer entre le format intersujet, ou des fois aussi appelé intergroupe, et le format intrasujet, aussi parfois appelé intragroupe. Okay? Donc, inter versus intra, dans le fond. Intersujet, groupe, intrasujet, groupe. Avant de vous le décrire, pour vous le faire comprendre, on va retourner à nos études de Van Cleef et collaborateurs et Mueller et Oppenheimer. Okay? Dans ces études-là, chaque condition avait des participants différents. Avez-vous remarqué ça? Ceux qui écrivaient des notes à la main ou qui utilisaient un bol large, dans Van Cleef et collaborateurs, c'était pas les mêmes personnes que ceux qui tapaient des notes à l'ordinateur ou bien qui utilisaient un bol médium. Et les deux études utilisaient donc le format intergroupe, intersujet. Okay? Intergroupe ou intersujet veut donc dire que les différentes conditions, puis dans ces deux études-là, il y avait deux conditions, là, bol large, bol médium, à la main, à l'ordinateur. Donc les deux conditions, les gens sont différents entre les groupes, soit intergroupe. Les gens dans un groupe sont différents que les gens dans l'autre groupe. Donc il y a une différence des gens entre les groupes. Et je vais revenir après à ce qui est intra-groupe, mais vous avez peut-être déjà une idée de ce que ça veut dire. Intra-groupe voudrait dire que les gens sont les mêmes dans les deux conditions. Mais on va revenir à ça. Donc, Van Cleef et collaborateurs, Mueller et Oppenheimer, on parle de intergroupe ou intersujet. Okay? Maintenant, les expérimentations à format intersujet ou intergroupe peuvent être subdivisées en plusieurs sous-formats, si on veut. Puis nous, on va en voir deux ici, post-test et pré-test post-test. Et la différence est relativement simple. Si on prend l'étude de Mueller et Oppenheimer, c'est une étude intergroupe de type post-test. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans cette étude-là en tant que participant, on vous assigne aléatoirement à une des deux conditions. Disons que vous tombez dans la condition à l'ordinateur. Vous regardez la vidéo en prenant des notes à l'ordi, puis on vous mesure sur les connaissances des choses que vous avez apprises dans la vidéo. On mesure tout de suite la VD. Après la manipulation. La manipulation, c'est qu'on vous a demandé, on vous a assigné au groupe tapé à l'ordinateur. Vous faites l'affaire, puis ensuite, on vous mesure. Okay? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle post-test. Pourquoi on appelle ça post-test? Parce qu'on vous a mesuré après vous avoir assigné au groupe. On n'a pas mesuré vos connaissances avant de manipuler dans quelle technique de prise de notes vous alliez aller. C'est pas comme si vous êtes arrivé au laboratoire. Puis disons que la vidéo que vous alliez regarder, je sais pas moi, c'est une vidéo sur la mécanique, par exemple. Okay? C'est pas comme si vous êtes arrivé au laboratoire, on vous a testé sur vos connaissances en mécanique. Ensuite, on vous a fait regarder une vidéo, puis on a dit en prenant des notes, puis en manipulant dans quelle catégorie de prise de notes vous iriez. Puis ensuite, on a remesuré votre connaissance de la mécanique. Après, est-ce que vous avez appris mieux du vidéo de mécanique en prenant des prises de notes à la main ou à l'ordi? C'est pas ça qu'on a fait. On a simplement, ici c'est en anglais, là, mais randomly assigned, donc on vous a assigné aléatoirement à un des deux groupes, soit à la main ou à l'ordi. Puis ensuite, si vous étiez dans le groupe à la main, vous avez regardé vidéo, pris des notes à la main, puis on a mesuré ce que vous avez appris. Ici, à l'ordinateur, puis on a mesuré ce que vous avez appris.
À l'inverse, un groupe, une expérimentation intergroupe de type pré-test, post-test, ben, il y a une mesure de la VD avant et après la manipulation de la VI. Et typiquement, ce qui nous intéresse, c'est pas... Ben, ce qui nous intéresse, c'est d'une part, est-ce qu'il y a une différence dans le post-test entre les deux groupes? Mais vraiment, ce qui est plus intéressant, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le pré-test et le post-test chez tout le monde? Et est-ce que cette différence-là est plus intense dans un des groupes? OK? Comme ici, on a un exemple de Razek et ses collaborateurs en 2013 qui ont fait une étude où ils s'intéressaient à la méditation pleine conscience. Vous pouvez aller sur Google pour voir ce que c'est, là, mais on appelle ça du mindfulness en anglais. Un type de méditation où l'idée, c'est que c'est de s'ouvrir pleinement à toutes ces sensations et expériences sans juger, juste observer qu'est-ce que c'est que d'être dans le moment. OK? Alors, ce qui se demandait, c'était quel serait l'impact de, je pense, 2 semaines de classe de méditation pleine conscience sur des scores pour le GRE, c'est un examen d'entrée universitaire, si je ne me trompe pas. Ou un examen standardisé, là, éducatif aux États-Unis, là, éducationnel. Je pense que c'est utilisé pour rentrer dans une université ou quelque chose comme ça. Oups. Donc, ce qu'il faisait, et ça c'était du pré-test, post-test. Donc, arrivait X nombre de personnes et ils étaient aléatoirement assignés soit à la condition où pendant 2 semaines ils allaient prendre des cours de méditation pleine conscience, ou à l'autre condition où pendant 2 semaines ils allaient prendre des cours de nutrition. Okay? Et comme c'était pré-test, post-test, il calculait, il faisait le GRE, le test GRE avant. Ensuite, il y avait leurs 2 semaines de manipulation. Et ensuite, il refaisait un test de GRE après. Donc, ça, c'était le pré-test, ça, c'était le post-test. Comparativement à tantôt, où c'était tout de suite du post-test. Il n'y avait pas de pré-test. Okay? Donc, on faisait ça pour le groupe expérimental et pour le groupe contrôle, pour le groupe de comparaison. Okay? Et ce que je disais tantôt, c'est que, dans le fond, les données peuvent être analysées de 2 manières intéressantes. Si l'hypothèse, c'est que la méditation va aider plus que la nutrition dans la capacité de bien répondre à des questions dans le GRE, okay? Ce qu'on devrait voir, ce serait une différence entre ce score-ci et ce score-là. Dans le sens où celui-ci devrait être plus haut que celui-là. Okay? Mais il y a une autre façon d'analyser ça qui est vraiment intéressante, qui est, si le mindfulness class a vraiment un effet, on devrait voir que le score ici est plus haut que le score là. Donc on devrait avoir une augmentation avec le temps entre le score ici et le score là. Et cette augmentation-là devrait être beaucoup plus grande que l'augmentation qui arriverait entre celui-ci et celui-là. On pourrait peut-être s'attendre quand même à une légère augmentation entre les deux ici, simplement par le fait que ça fait 2 fois que tu refais le même test. Puis plus tu refais des tests, le même test, meilleur tu deviens. Mais tu aurais peut-être une petite augmentation ici, alors qu'ici tu aurais une beaucoup plus forte augmentation. Et je pense que c'est ce qu'ils avaient trouvé, en fait, Razek et ses collaborateurs. Donc ça, c'est du classique pré-test, post-test. OK. Jusqu'à maintenant, c'est de l'intergroupe, parce que remarquez que les gens ici, si vous étiez dans le groupe méditation pleine conscience, vous n'étiez pas dans le groupe nutrition. Donc, c'est quand même du intergroupe, inter-sujet. L'autre format, intra-groupe, intra-sujet, il n'y a qu'un seul groupe de participants. Il n'y a plus 2 groupes de participants ou 3 groupes de participants. Il y a juste un groupe de participants. Chaque personne est assignée à chacune des conditions de la VI. Vous allez tout faire en tant que participant. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans un groupe qui fait différent de vous. Tout le monde fait tout. Ça, c'est du intra-sujet ou intra-groupe. Par exemple, imaginez que Mueller et Oppenheimer auraient demandé à chaque participant de regarder une vidéo en prenant des notes à la main. Puis là, il aurait noté
il aurait pris une mesure de la VD. Puis ensuite, il aurait redemandé à chaque participant de regarder un second vidéo différent en prenant des notes à l'ordinateur. Puis là, il aurait pris une deuxième mesure de la VD. OK? Dans ce cas-ci, ça serait du intra-sujet ou du intra-groupe. Parce que tu aurais pu quelqu'un qui dirait, ben, moi, on m'a demandé de faire ceci, puis l'autre personne dirait, moi, on m'a demandé de faire cela. Tu aurais des gens qui, lors du premier vidéo, on fait ça à la main, puis lors du second, là, on fait à l'ordinateur. Puis donc, tu aurais eu deux mesures de la variable dépendante. Puis la question là aurait été, est-ce que la première mesure est plus forte que la deuxième mesure, par exemple? Ou tu pourrais faire du intra-sujet pré-test, post-test. Tu aurais pu tester les gens avant même qui regardent des films. Tu aurais pu les tester sur le sujet 1 puis le sujet 2. Ensuite, leur faire regarder le premier film du sujet 1 à la main. Ensuite, un autre film du sujet 1 à l'ordinateur. Ensuite, mais ça aurait devenu compliqué. C'est pas toujours efficace. C'est pas toujours la meilleure chose que de faire de l'intra-sujet. Je pense que l'étude de Mueller et Oppenheimer ici était beaucoup mieux en inter-sujet parce qu'en intra-sujet, ça devient difficile. Parce que le vidéo que tu as regardé avant vient interagir avec le vidéo que tu as regardé après, et ainsi de suite. Mais ça vous donne une idée. Ce type de devis de recherche-là est souvent nommé à mesure répétée. Quand on parle d'une étude à mesure répétée, ça veut dire une étude intra-sujet, où les gens, en fait, c'est pas obligé de l'être, mais à mesure répétée veut dire qu'il y a eu plusieurs mesures de la VD. Je t'ai fait quelque chose, je t'ai pris une première mesure. Je t'ai fait d'autres choses, je t'ai fait une deuxième mesure. Je t'ai fait une autre chose, une troisième mesure. Okay. Et donc, souvent, on appelle ce type d'expérimentation-là intra-sujet à mesure répétée, parce que ça implique que, comme tu es dans toutes les conditions, on va prendre une mesure par condition. Et donc, il y a plusieurs mesures de la VD. Tiens, j'en ai un bon exemple ici d'expérimentation à mesure répétée de Boothby et ses collaborateurs en 2014. Une étude qui devait être agréable à faire en tant que participant. C'est une étude sur quel est l'effet d'être dans une situation sociale sur l'appréciation des choses. En d'autres mots, est-ce que on aime plus les choses, les choses qu'on aime déjà, est-ce qu'on les aime plus si on les partage avec quelqu'un que si on les consomme, par exemple, tout seul? Okay? Et ici, on a un exemple du chocolat. Okay? Et si vous étiez dans cette étude-ci, ce que vous auriez fait, c'est que vous arrivez dans le lab, et on va vous faire un à la fois. Okay? Donc, vous arrivez dans le lab, ici, dans l'étude, il y a deux conditions. D'abord, c'est une étude sur le chocolat. Et on vous dit, on vous ment, en fait, non, on vous dit, on fait un peu de déception, on vous dit que c'est une étude sur la psychologie du goût. Puis on vous demande, vous allez manger du chocolat, puis on va vous poser plusieurs questions sur votre impression du goût, puis de la texture et tout ça. Puis une des questions, ça va être comment appréciez-vous le chocolat? Est-ce que vous l'avez aimé, oui ou non? Okay? Vous avez l'impression que c'est une étude sur le goût, quelque chose de très sérieux. En réalité, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on s'intéresse, on va faire venir un acteur qui va faire semblant d'être un participant comme vous. Okay? Et on va vous faire tester plusieurs différents morceaux de chocolat. Okay? Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est tout le temps le même. Okay? Et l'acteur va parfois goûter le chocolat en même temps que vous. Et parfois, vous allez goûter le chocolat tout seul. Disons qu'il y a, je sais pas moi, on va vous dire, il y a deux types de chocolat, puis on aimerait que vous soyez capable, on aimerait avoir vos impressions sur ces deux types-là. C'est exactement le même type de chocolat. Vous ne savez pas ça. Et à un moment, l'acteur va être là va vous accompagner pour un, mais pas pour l'autre. Mais vous ne savez pas que c'est un acteur, vous pensez juste que c'est
un autre participant, puis quand il n'est pas là, il y a une excuse comme « Ah, il a dû aller à la salle de bain » ou « Il fallait qu'il parte en classe » ou quelque chose comme ça. On trouve une façon. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, là, mais ils ont trouvé une façon. Okay? Donc, tout le monde, dans cette étude-là, c'est intrasujet, à mesure répétée. Ça veut dire que, disons que l'étude a été faite sur 100 personnes, chacune de ces 100 personnes a mangé du chocolat avec quelqu'un, évalué le chocolat, donc la mesure de la VD, ensuite remanger le même chocolat tout seul, puis réévaluer ce même chocolat. Okay? Donc ici, on a un groupe. D'abord, vous commencez à manger le chocolat avec l'autre personne. Vous évaluez le chocolat. Ensuite, vous remangez le chocolat seul et vous réévaluez le chocolat. Maintenant, à cause que cette séquence-là qu'on mange avec l'autre en premier pourrait venir biaiser notre goût quand on mange seul, la moitié des participants, c'était chocolat avec l'autre en premier puis chocolat seul en deuxième. Puis l'autre moitié, c'était chocolat seul en premier puis chocolat avec l'autre en deuxième. On dit que l'ordre était contrebalancé dans ce cadre-là. Et ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'une expérience plaisante, le chocolat, est-elle encore meilleure lorsqu'elle est socialement partagée? Et ce qu'ils ont découvert, c'est oui. Ce qu'on a ici, shared experience. Ici, on a liking of chocolate. Et ce qu'on voyait, c'est que le chocolat était estimé comme beaucoup plus plaisant lorsqu'il était partagé que lorsqu'il était non partagé. Okay? Donc la VI, ici, la variable indépendante, avait deux niveaux, partage et non-partage. Manger chocolat seul versus manger chocolat avec l'autre. Okay? Et chaque personne passait à travers les deux niveaux de la VI. La moitié des gens dans l'ordre l'autre en premier suivi par seul et l'autre moitié dans l'ordre seul en premier suivi par l'autre. Okay? Et donc, cette étude-là suggère que si vous voulez vraiment apprécier les bonnes choses, partagez-les avec des gens, surtout des gens que vous aimez, et les choses vont vous sembler encore meilleures. Cela dit, je pense qu'ils ont trouvé que ça fonctionnait aussi pour des expériences négatives. Ce qui veut dire que les expériences négatives sont pires lorsque vous êtes avec les autres. En tout cas, mais pour le chocolat, ça fonctionne, et pour les expériences positives. La VD, c'était l'évaluation du chocolat, évidemment. Okay? Donc, je vais continuer à parler d'expérimentation dans la prochaine capsule. Salut!